Bonsoir à tous. Bonsoir. Eh bien, je suis ravi de voir que nous retrouvons du monde qu'on a rencontré déjà hier. Eh Le oui, chat ça fait est plaisir toujours de vous revoir. actif. Bonsoir Dominique. Euh, Bonsoir Jean, Dominique, autre Dominique. Voilà, on vous retrouve, ça fait plaisir. Pour vous parler ce soir, de rentrer un petit peu plus dans le détail en vous partageant les bonnes pratiques, nos conseils pour préparer une saison de location réussie. Donc, on va aborder les sujets de l'état des lieux de départ, de retour. On va vous informer un petit peu plus en détail sur comment on peut être amené à gérer un cas de dommage sur un véhicule, qui soit petit, qui soit plus important, un cas de panne. Et puis, on va parler aussi du sujet fiscalité, qui était cher à certains hier soir déjà, en rentrant un Sujet petit peu plus dans le important. détail. Sujet d'actualité puisque c'est la période de la déclaration de ses revenus. Oui, on avait dit hier que les revenus issus de la location de son camping-car sont imposables et doivent donc être déclarés. Donc on va aborder tout ça ce soir. On accueille peut-être aussi des personnes qui n'étaient pas avec nous hier soir. Donc bienvenue à vous. Il y a le chat qui est là pour vous permettre d'interagir, comme c'est le cas tout de suite. Là, je vois que tout le monde se dit bonsoir, c'est super. Il y a aussi un petit canal de questions, normalement de notre équipe. Julie, qui était là hier soir, répondra à vos questions, ainsi que moi et Virginie. On va essayer de gérer voilà les différentes questions à travers le chat, à travers le channel questions. N'hésitez pas à privilégier le petit canal questions pour des questions précises, mais on essaiera de passer aussi sur le chat au fur et à mesure. Voilà, on va se représenter peut-être brièvement pour ceux qui ne nous connaissent pas d'hier soir. Avant de nous présenter, je rappelle aussi que les rencontres digitales de Yescapa, on en est au plein milieu. Il y a encore un sujet demain soir sur le voyage autrement qui sera animé par Valentine, qui est en charge de la communication chez Yescapa, et qui parlera avec vous de comment le Covid a fait évoluer aussi nos habitudes de voyage, et puis comment le camping-car évidemment et le van, on le voit en poupe dans ce type de contexte qu'on connaît depuis plus d'un an, malheureusement ou heureusement, à partir de maintenant. Je suis mal poli, je me présente moi pour ceux qui ne me connaissent pas et après je laisserai la parole à Virginie. Je suis Olivier Pubasset, je suis le manager France de Yescapa, donc je m'occupe de tout ce qu'on fait sur le marché France pour Yescapa. Je travaille très étroitement avec Virginie, que je vais laisser se présenter. Donc, moi, c'est Virginie Dos Santos. Je travaille dans le marché France. Marché France qui inclut la Belgique. Nigel, j'ai vu que vous étiez là. Donc, tout ce qu'on va dire concerne aussi la Belgique. Nigel, je vous le précise. Donc, voilà, moi, je gère principalement l'assurance et la médiation dans le service France. Voilà, Virginie est une de nos expertes sur les questions justement de prise en charge de dommages, de comment ça se passe quand il y a une panne, quand il y a un dommage. Voilà, c'est elle que vous aurez peut-être en contact si jamais vous louez votre camping-car et puis qu'il y ait une petite rayure ou un accroc ou un Parce dommage que plus ça peut important. toujours J'espère pas, arriver. mais ça peut arriver. Voilà. Donc voilà, ça vous permet de mettre un visage aussi sur nous et sur les personnes que vous avez en contact chez Yescapa, soit par mail, soit par téléphone. Voilà. Et puis je présente un troisième intervenant ce soir qui est un peu particulier parce qu'il s'agit d'un de nos propriétaires. Christophe, je vois que tu es connecté. Je vais t'inviter sur scène pour que tu puisses te présenter. Voilà, ça devrait arriver. On devrait Christophe est te un de voir. nos propriétaires depuis 2017, si je ne me trompe pas. Et vous verrez, c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien justement en location, sur comment faire ses locations, les conseils à donner. Et il s'y connaît aussi en dommages et il pourra aussi vous parler de cette expérience. Ouais, je pense que Christophe arrive. Bon, on va peut-être laisser Christophe régler le petit souci de logistique. De toute façon, je vais laisser la parole à Virginie qui va démarrer cette présentation. Euh, et Christophe, si on n'y arrive pas, je vais te passer un petit coup de fil de toute façon. Et on te laissera la parole dans quelques slides de toute façon. Donc on a un petit peu de temps, le temps que Virginie démarre pour régler ce petit problème technique. Virginie, je te laisse la parole pour démarrer cette présentation. Alors, on va commencer déjà sur les états des lieux. Comment bien faire ces états des lieux quand on fait une location entre particuliers. Alors, comme on a pu vous l'expliquer hier soir, donc à Yescapa, on vous met toujours à disposition des contrats de location. Donc, ce sont des contrats qui sont là pour vous guider,
qui permettent de voir les éléments auxquels il faut faire attention, tous les éléments que vous pouvez être amené à vérifier avec votre locataire, donc aussi bien au départ qu'au retour. Alors, on vous propose 2 types de contrats. Donc, il y a un contrat papier que vous pouvez imprimer qui est en 3 pages, qui sont à remplir, donc 2 pour le départ, 1 pour le retour. Et vous avez aussi un contrat de location numérique. Ah, je vois qu'on voit Christophe, on a l'image. Super. Vous m'entendez Eh beh, maintenant? parfait, Ah voilà. Bon, désolé parfait. pour ce petit début. On n'avait pas fait le test avec Christophe aujourd'hui, on l'avait fait avant. Et bon, on aurait dû le refaire comme Apparemment, quoi. on Hein. m'entendait sur le chat dit qu'on m'entendait, mais a priori, c'est vous, Olivier et Virginie, qui m'entendiez pas. Bon, en tout cas, c'est bon, on te voit, on t'entend et je crois que tout le monde t'entend, donc c'est parfait. On peut peut-être du coup te laisser te présenter brièvement. Virginie, on reprendra le fil. Oui, oui, oui. Voilà. Je suis désolé de vous couper. Bonsoir à tous. Donc, je suis Christophe. Donc, on est propriétaire d'un camping-car, donc avec Audrey. Et depuis 2017, effectivement, nous louons via la plateforme Yescapa. Et voilà, donc on a une petite expérience avec nos vingtaines de locations qu'on a pu réaliser avec Yescapa. Et ce soir, on espère pouvoir vous apporter peut-être en tout cas notre courte expérience dans ce domaine. Bon, n'en dis pas trop parce qu'on va te relaisser la parole dans quelques slides. Mais merci en tout cas Christophe de participer, de témoigner ce soir. Bonjour à Audrey à la maison et merci en tout cas d'être là et d'être présent. Et voilà, bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Allez Virginie, on te laisse reprendre le fil. Alors du coup, je vous parlais des contrats de location. Donc j'en étais sur le contrat numérique. Donc si vous êtes à l'aise avec les outils numériques, on vous propose un contrat qui est disponible sur l'application Yescapa, que vous pouvez télécharger aussi bien sur Android que sur iPhone. Ce contrat numérique, il est pas mal. Il vous permet notamment de penser à bien prendre des photos au départ et au retour. Et il vous guide aussi pas mal en vous donnant des petits conseils sur ce que vous pouvez penser à vérifier avec votre locataire. Donc voilà, ces 2 contrats qui, de toute façon, reprennent les mêmes éléments, les mêmes informations et qui vous permettent de sécuriser la location. Puisque vous signez au départ en faisant le tour du véhicule, des équipements et vous le signez au retour avec votre locataire après avoir à nouveau fait, le tour du véhicule et des équipements. Donc pour les contrats de location, ça fonctionne comme un contrat classique, comme je vous disais. Et du coup, on va un peu plus, s'intéresser aux états des lieux. Je précise juste avant de rentrer dans le départ et le Ouais. retour que les 2 contrats, qu'ils soient contrats papier ou numérique, ont vraiment la même valeur d'un point de vue légal et d'un point de vue de votre relation avec Yescapa. Ce sont vraiment, voilà, l'un comme l'autre sont tout aussi validants hein, et valides d'un point de vue légal, encore une fois. On vous invite évidemment à privilégier le contrat numérique pour ceux qui sont à l'aise avec le smartphone ou la tablette. Pour la bonne et simple raison, et Virginie reviendra un petit peu après, que vous pouvez nous envoyer des photos vraiment au moment du départ et au moment du retour, ce qui peut toujours faciliter la gestion de certains dossiers, parce que nous, Yescapa, on a à disposition tout de suite les photos et vous n'avez pas forcément à nous les envoyer. Tout à fait, Olivier, hein, comme je disais, les 2 contrats reprennent de toute façon les mêmes éléments, et sécurisent de la même façon, vos locations. Maintenant, comme je le disais, le contrat, numérique permet de prendre des photos et prendre des photos, c'est toujours intéressant d'avoir les photos au départ, et au retour. Mais comme le dit Jean, vous pouvez aussi, si vous préférez le contrat papier, prendre des photos de votre côté, avec votre portable, au départ et au retour. Ça marche aussi. Donc les états des lieux. Alors Christophe vous donnera en plus quelques petits conseils supplémentaires en tant que propriétaire. Il vous partagera son expérience, mais je vais quand même aussi de mon côté vous donner quelques conseils. Donc pour le jour du départ, alors ça paraît un peu évident, mais prenez bien le temps d'expliquer le fonctionnement de votre véhicule à votre locataire. Montrez bien l'utilisation des équipements, tous les petits équipements, notamment intérieurs. C'est vrai que dans un camping-car, alors pour vous ça paraît évident et logique parce que c'est votre camping-car, le fonctionnement vous paraît pas compliqué, mais pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, tous les équipements, le store ban, le fonctionnement des WC, du frigo,
le fonctionnement du tableau de commande. Tout ça, ça peut être compliqué. Donc, c'est important de bien montrer comment ça s'utilise, d'autant plus que ça peut vite être fragile, tous ces équipements. De montrer aussi les spécificités de votre véhicule. C'est vrai que vous êtes un peu l'expert de votre véhicule. Il a forcément des spécificités que les autres véhicules n'ont pas. Donc, c'est toujours important de mettre l'accent dessus, les petites particularités auxquelles le locataire doit faire attention, doit prendre en compte. Et conseil assez important, moi je vous conseille de faire quelques manœuvres avec votre locataire. Par expérience, là où j'ai le plus de dommages qui me sont rapportés, c'est justement des manœuvres de locataires qui font pas bien attention au gabarit du véhicule ou qui n'ont pas forcément la bonne technique pour faire des manœuvres. Par exemple, qui ne pensent pas forcément à faire descendre quelqu'un. Alors nous, on fournit toujours une fiche de prévention aux locataires où on leur donne des conseils, mais quand c'est le propriétaire qui montre tout ça, qui explique comment il fait directement au locataire, bah c'est toujours plus percutant que ce qu'on peut leur envoyer par mail. Parce que c'est vrai que la location, ça reste un échange. Et quand vous avez quelqu'un, un propriétaire qui parle de son véhicule, qui vous montre vraiment comment faire, c'est toujours plus percutant. Donc voilà, c'est vraiment des conseils qui paraissent peut-être pas grand-chose, mais qui vont bien diminuer le risque d'incidents et de dommages. Pour information, en fait, la plupart des dommages qu'on a, c'est des dommages qui sont totalement évitables, comme je disais, des manœuvres ou une mauvaise utilisation de certains équipements. Par exemple, vous savez bien que les boutons de porte, les compas de fenêtre, toutes ces petites choses-là, ça peut être fragile. Donc bien montrer comment ça s'utilise, en fait, ça diminue grandement le risque, parce que c'est généralement toujours des petites choses qui sont évitables. Et une fois que vous avez fait tout ça avec votre locataire, que vous lui avez bien partagé votre expérience sur votre véhicule, votre expérience de camping-cariste, vos conseils, bien sûr, il est important de remplir l'état de départ avec lui, de le signer. Donc, contrat papier, vous signez classiquement avec un stylo. Contrat numérique, vous avez une signature numérique. Donc, ça marche de la même façon, c'est une signature. C'est tout aussi valable et légal. Et bien sûr, vous prenez le dépôt de garantie. Donc, le dépôt de garantie, en France, c'est souvent le chèque de caution. Mais ça peut être d'autres moyens de paiement. On en parlait hier soir, hein, vous n'êtes pas obligé de demander un chèque. Vous pouvez demander une partie aussi en espèces, en virement. Si ça peut vous rassurer ou mieux vous convenir, il n'y a pas de souci. Je sais par exemple en Belgique, pour Nigel, il n'y a pas de chèque. Donc dans ce cas-là, nos propriétaires belges, ils demandent du virement ou des espèces. Et ça se passe toujours très bien, avec ces modes de paiement aussi. Donc voilà, n'hésitez pas demandez le dépôt de garantie. C'est un motif qui peut faire annuler une location si un locataire n'a pas de dépôt de garantie. Donc vraiment, veillez à ce qu'il vous le donne au départ. Alors, je me permets d'intervenir, Virginie, puisqu'il y a une question de Dominique qui avait été posée hier aussi déjà, peut-être pas par Dominique, en nous disant, Dominique nous dit, il serait judicieux que vous preniez vous-même le dépôt de garantie. Alors, comme je le disais hier, c'est un chantier sur lequel nous travaillons. On n'a malheureusement tout de suite pas de date à vous communiquer en vous disant, à telle date, voilà, le dépôt de garantie se fera par ISCAPA avec tout un système qu'il faut mettre en place, qui est assez lourd d'un point de vue transfert financier, etc. Mais c'est un vrai sujet. On sait que c'est important pour un certain nombre d'entre vous. On sait aussi que vous êtes nombreux à nous dire que vous préférez gérer la caution vous-même en gardant le chèque. Parfois, vous pouvez demander aussi des virements ou de l'espèce. Hein, Virginie le précisera peut-être un peu après. Donc voilà, il y a un peu de son de cloche. Certains propriétaires privilégient beaucoup le fait de garder la caution eux-mêmes parce que ça responsabilise encore plus le locataire. Sachez de toute façon que quand le locataire règle sa réservation sur le site ISCAPA, on a évidemment des informations bancaires et dans certains cas de figure, qui sont évidemment très peu nombreux, mais si on doit être amené à prélever de l'argent au titre d'un dommage sur le compte du locataire, on est en mesure de le faire. Voilà, je préférais le préciser à l'avance. Voilà, effectivement, vous avez le dépôt de garantie, mais on ne vous laisse pas tout seul avec le dépôt de garantie.
On conserve aussi de notre côté une empreinte bancaire du locataire qui nous permet d'effectuer des prélèvements si jamais il y avait besoin de faire un prélèvement pour un règlement quelconque. Donc voilà, prenez bien le chèque de caution ou le dépôt de garantie et rassurez-vous, puisque de notre côté, on a aussi un moyen de paiement. Donc on a vraiment une double sécurité qui est mise en place. Pour le jour du retour, alors pareil, ça paraît évident, mais vérifiez bien vos équipements. Faites le tour du véhicule. Prenez le temps de le faire. C'est vrai qu'au retour, on peut être un peu tenté de terminer rapidement la location. Voilà, de vite faire le tour, les locataires sont pressés de rentrer chez eux. Mais c'est important de bien le faire aussi, cet état des lieux de retour, de prendre le temps de bien tout vérifier. Le but, c'est vraiment de vous prémunir d'une mauvaise surprise. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dommages cachés que vous allez découvrir le lendemain ou 2 jours plus tard. Parce que comme on le disait, le contrat de location, il a une vraie valeur légale. Donc c'est-à-dire que si vous faites le tour de votre véhicule en 2 minutes, que vous notez qu'il n'y a pas de dommages, que vous signez avec votre locataire, légalement, c'est qu'il n'y a pas de dommages. D'où l'importance de bien prendre le temps de faire ces états des lieux. Après, je vous le dis quand même, si jamais voilà, vous constatez un dommage après la location, bien sûr, il faut nous contacter. Moi, dans ce cas-là, je contacte vos locataires, je demande des photos, je fais une médiation, mais on ne peut rien vous garantir dans ce cas-là, puisque malheureusement, il y a un contrat qui a été signé. Donc voilà, faites bien le tour de votre véhicule, vérifiez bien tous les équipements, vérifiez l'intérieur, l'extérieur. Si possible, vérifiez aussi le toit. Souvent, vous pouvez avoir des panneaux solaires, des antennes. Donc, c'est important aussi de faire attention au toit. Et s'il y a un dommage, vous le notez sur le contrat, vous remplissez le contrat avec votre locataire, vous gardez vous gardez le dépôt de garantie. Et s'il n'y a pas de dommage, par contre, bien vous signez le contrat retour et vous rendez le dépôt de garantie à votre locataire. Et de manière générale, dernier conseil, hein, toujours bien faire ces états des lieux dans des endroits bien éclairés, en prenant le temps nécessaire. N'acceptez pas de faire des états des lieux de retour de nuit, par exemple. Si un locataire vous dit: «Est-ce que je peux vous ramener le véhicule de nuit? Il n'y a pas de souci, est-ce que ça vous va?» N'acceptez pas. Le locataire vous le rend de jour ou dans un endroit bien éclairé. Et comme je vois que vous dites dans le chat, effectivement, hein, comptez bien 1 heure et demie pour les états des lieux. Et je pense que Christophe nous en parlera un petit peu, Voilà. nous dira lui combien de temps il prend. Et je pense que c'est dans ces eaux-là, voire parfois un peu plus. Ouais, voilà, Christophe dit un minimum, en effet. Effectivement. Après, voilà, plus vous avez aussi un gros véhicule, plus vous avez un véhicule qui a beaucoup d'équipements, voilà, plus vous prenez de temps. Si vous avez un gros camping-car avec plein d'équipements, store, porte-vélo, toutes sortes, des panneaux solaires, une antenne télé, une parabole, etc. Bah, voilà, il faut prendre encore plus de temps que si vous avez un petit fourgon aménagé qui peut être vérifié en moins de temps, évidemment. Alors, Michel nous pose une question qui a été posée autrefois. En effet, faut-il encaisser le chèque? Donc, la réponse est plutôt non. Mais Virginie, je vais te laisser préciser les différents cas de figure. Effectivement, on ne vous conseille pas d'encaisser le chèque de caution. Déjà, dans la très grande majorité des locations, vous n'aurez pas de dommages en retour. Donc, encaisser le chèque, bah, c'est beaucoup d'embêtements bancaires, en quelque sorte. Voilà. Parce qu'ensuite, vous devrez refaire un virement ou un nouveau chèque au locataire, etc. Enfin, voilà, c'est beaucoup d'embêtements pour pas grand-chose. Si vous avez un dommage, vous nous faites une déclaration de dommage et nous, on vous dira ce que vous faites du chèque de caution. Mais dans la très grande majorité des cas, le chèque n'est jamais encaissé. En fait, on a différentes garanties d'assurance et généralement, la franchise ou le montant de la réparation va être très inférieur au chèque de caution. Et le locataire préférera toujours payer, par exemple, 500 € de franchise plutôt que de voir son chèque de caution de 2 000 € encaissé et de devoir attendre sur un retour de 1 500 € de fonds. Donc non, on ne vous conseille pas de l'encaisser. Généralement, ça va être beaucoup d'embêtements pour pas grand-chose, même en cas de dommage. Comme je vous dis, généralement, les locataires, ils sont bien embêtés d'avoir fait un dommage au véhicule. Généralement, ils payent la franchise, la réparation. Ils sont contents de récupérer leur chèque sans qu'il ait été encaissé.
Et encore une fois, si jamais le chèque n'est pas encaissable pour X ou Y raison, nous disposons d'une empreinte bancaire sur le compte du locataire et de divers recours qui nous permettraient d'aller récupérer de l'argent qui est légitimement dû par le locataire envers vous. Ce qui compte, encore une fois, c'est de bien prendre le temps de faire son état des lieux de retour pour notifier l'ensemble des éléments qui porteraient justement, qui donneraient lieu à un dommage et à une réparation de la part du locataire. C'est vraiment de cette étape-là que tout découle, que le bon déroulé de la suite découle. Je te laisse poursuivre, Virginie. Voilà, et juste petite précision, comme je l'indiquais, vous ne pouvez pas garder le dépôt de garantie après l'état des lieux de retour. Il doit être restitué le jour du retour si vous avez noté aucun dommage. De toute façon, même si vous le gardiez, vous ne seriez pas en droit de l'utiliser légalement parce que vous avez signé un contrat qui dit qu'il n'y a pas de dommage. Donc, vous ne pouvez pas encaisser un chèque de caution alors qu'il n'y a pas de dommage sur le contrat que vous avez signé. Donc voilà, vous ne pouvez pas le conserver, donc d'où l'importance de bien prendre le temps de faire ces états des lieux. Pour les montants de caution, on conseille généralement entre 1 500 et 2 000 euros. Ça vous permet de couvrir à peu près toute la gamme de franchises qu'on peut avoir. Donc 1 500, 2 000 euros, c'est les montants qu'on vous conseille. Je précise, comme je l'ai mis dans le chat, que le montant de ce dépôt de garantie, vous êtes libre de le fixer. On vous conseille un montant de 1 500 euros. Je vois que vous êtes nombreux à prendre 2 000 euros. On a certains propriétaires qui montent jusqu'à 2 500 euros parfois. Voilà, je l'avais dit hier, vous êtes libre de louer votre véhicule comme vous l'entendez. Ça veut dire que vous gérez quasiment l'intégralité des paramètres de votre location, y compris le montant du dépôt de garantie. Voilà. Après, on ne vous conseille pas de mettre des montants de dépôt de garantie trop élevés. Typiquement, si vous mettez par exemple 5 000 euros, vous n'allez pas avoir beaucoup de demandes de location derrière parce que les personnes, ça ne va pas les rassurer de voir un propriétaire qui demande 5 000 euros de caution alors qu'en plus, on n'a aucune franchise à 5 000 euros. Voilà. Donc, ne demandez pas non plus des montants trop élevés qui vont vous faire perdre des locations, ce qui serait quand même dommage. Je vois que nous avons une question de Jean-Louis Bonin dans le channel de questions qui demande: le contrat numérique sera-t-il pré-rempli? Sinon, sur l'application, y a-t-il un modèle que l'on peut consulter? Alors, un modèle de contrat, alors vous recevez de toute façon un contrat de location à partir du moment où vous avez une réservation qui est confirmée. Nous, on vous envoie ce contrat sous un document PDF, on vous l'envoie par mail. Il est pré-rempli avec les coordonnées du locataire, les coordonnées de votre véhicule et vos coordonnées personnelles aussi. C'est la même chose pour le contrat numérique qui est également pré-rempli. Voilà, donc les deux sont pré-remplis et par contre, attention, il faut toujours repasser sur les coordonnées personnelles. Bon, on n'est pas à l'abri d'avoir une erreur, mais surtout côté locataire, vérifier que c'est bien les bonnes informations du locataire. Et je vous rappelle, comme je l'ai dit hier, que vous devez contrôler le permis de conduire du locataire et noter le numéro du permis de conduire sur votre contrat de location. Encore une fois, ça peut être utile en cas d'amende, en cas d'excès de vitesse par exemple, qu'aurait commis votre locataire avec votre véhicule. Ça vous permettra de faire la procédure de dénonciation et de ne pas avoir à supporter évidemment ces frais qui ne doivent pas vous incomber. Pour répondre aussi à une question que j'ai vue passer, vous pouvez aussi demander la caution en 2 parties. On a des propriétaires qui le font, ils vont demander par exemple 1 500 euros de caution et une plus petite caution, par exemple, comme vous disiez, je crois que c'est Marie-Martine, 200 euros pour si jamais il y a du ménage ou de l'essence manquante ou autre. Et ça peut être demandé souvent en espèces, cette partie-là, comme ça, le carburant peut être réglé rapidement ou le nettoyage ou ces petites choses qui ne coûtent pas très cher. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Alors, on va aller un peu plus dans les conseils pour la location, pour les états des lieux, avec le témoignage de Christophe. Christophe, on vous l'a présenté, il est propriétaire depuis 2017 chez Yescapa. Et une de ses particularités, c'est qu'il a une chaîne YouTube, donc les voyages d'Eagle, dans laquelle notamment il conseille beaucoup les propriétaires sur la location de véhicules, de camping-cars. Il donne tout un tas de conseils, notamment sur comment bien louer son camping-car, comment préparer son départ en location. Il a aussi des tutos location. Donc voilà, il a plein de vidéos qui sont super intéressantes
quand vous êtes propriétaire d'un véhicule et que vous voulez le louer. Donc, je vous invite bien sûr à aller voir sa chaîne, Les Voyages d'Eagle, à regarder ses vidéos et aussi à vous abonner si vous êtes sur YouTube, parce que c'est du contenu de qualité et que ça mérite vraiment du soutien. Les Abonnez-vous surtout vidéos parce de que Christophe et Audrey. le contenu va vous intéresser, je pense. Christophe Voilà. et Audrey, on vous laisse la parole pour un petit moment si vous le souhaitez. Bien, donc effectivement, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, donc nous sommes propriétaires et loueurs donc de notre camping-car depuis 2017 sur Yescapa. Et à ce titre, donc, on a déjà réalisé à peu près une vingtaine de locations. On ne les compte pas précisément, mais voilà, environ une vingtaine de locations. Et dans ces 20 locations, effectivement, il y a son lot de bonnes locations et son lot de mauvaises locations. Voilà ce qui peut arriver. Il faut savoir que le risque zéro n'existe pas et donc par conséquent, il faut savoir voilà, prendre des risques quand on loue son véhicule. Effectivement, on a créé il y a un an environ une chaîne YouTube qui est pas prévue à la base voilà, pour ça, mais on a préféré, on a vu qu'il n'y avait rien un petit peu sur YouTube concernant les locations, on avait des questions aussi, voilà, et il y a des gens qui posaient des questions, donc on a jugé utile pendant le premier confinement de créer cette chaîne et d'apporter, on n'est pas des loueurs professionnels, bien entendu, on est des particuliers comme vous, et on a préféré apporter notre expérience à travers quelques vidéos pour aider certains soit à franchir le pas pour louer son véhicule, soit éventuellement d'être conseillé aussi pour bien faire les choses, je dirais, pour louer son véhicule et avoir le moins de problèmes possible. Voilà, le fait que j'ai eu des expériences bonnes et mauvaises nous ont permis également je dirais, de peaufiner et voilà, de faire quelque chose d'un peu plus sérieux pour les départs en location. Et notamment, comme le disait si bien Virginie Olivier, donc l'état des lieux est vraiment quelque chose de très très important et c'est vraiment quelque chose que je prends le temps de faire, que ce soit au départ ou au retour, parce que ça va conditionner vraiment l'ensemble de la location. Donc voilà, j'essaye d'apporter tous ces conseils et quand je prends des locataires, donc voilà, je passe beaucoup de temps avec eux au départ et je les préviens en amont qu'on va prendre au minimum 1h30 ensemble pour les explications, la prise en main, de façon à ce qu'il y ait le moins de soucis possible. Voilà. Merci Christophe. Sur ce dernier point, important de préciser que ça peut arriver, on a vu des cas comme ça, les locataires, ils arrivent, ils veulent partir en vacances, ils sont très pressés d'aller profiter de votre véhicule. C'est un petit peu à vous aussi de les calmer, leur dire non, attendez, là, vous allez peut-être partir, etc. Mais on va d'abord bien faire le tour de véhicule. Si vous les avez bien prévenus à l'avance comme Christophe que ça allait prendre du temps, il faut les retenir et il faut s'assurer qu'ils comprennent la prise en main de leur véhicule. Faut pas hésiter à leur faire, j'ai envie de dire peur, mais c'est pas vraiment ça, mais en tout cas de les responsabiliser en leur disant non, attendez, c'est un véhicule compliqué, le but c'est que vous ne cassiez rien, il y a un dépôt de garantie, ce sont des véhicules qui coûtent cher, qui sont complexes, donc vous allez bien écouter ce que j'ai à vous dire, et puis si vous préparez des petits supports, comme ça avait été évoqué hier, Christophe, je sais qu'il a des vidéos auxquelles on peut se rapporter quand on est en train de louer son véhicule, mais en tout cas, voilà, vous mettez à disposition des éléments qui permettent une bonne utilisation du véhicule, et c'est à vous de bien insister au moment du départ, de bien prévoir le temps disponible et que ce soit clair dans la tête du locataire qui doit passer du temps à la prise en main de votre véhicule, quelle que soit sa volonté de partir vite ou pas, parce qu'il a une réservation dans un camping ou je ne sais quoi. Il est en camping-car, s'il faut, il dormira sur la route. Par contre, ce qui compte, c'est que vous ayez pris le temps nécessaire pour faire une excellente prise en main, parce que, encore une fois, comme Virginie l'a dit, c'est à ce moment-là qu'il y a peut-être 90% de la réussite de votre location qui se joue. Oui, tout à fait. Effectivement. Et là, je vois des personnes dans le chat qui parlent du fait qu'ils rencontrent déjà les locataires avant. Ils font déjà une rencontre avant l'état des lieux de départ. Ça, c'est aussi une bonne idée. On a des propriétaires qui le font. Si vous avez du temps, ça peut être une bonne chose. Le locataire vient se familiariser une première fois avec le véhicule avant de vraiment refaire un état des lieux de départ. Donc ça, c'est aussi une très bonne idée. Et c'est quelque chose qu'on vous encourage tout à fait à faire. On a aussi des propriétaires, on en a parlé hier, mais qui font des petits guides qu'ils mettent dans leur camping-car. Je ne sais pas si tu le fais, Christophe. Oui, tout à fait. Oui.
on a créé un guide spécifique au tout début, depuis 2017, spécifique à chaque véhicule. C'est notre troisième camping-car. Donc, chaque véhicule, on a modifié le fascicule. Ce fascicule, on l'envoie à nos locataires en amont. Ça leur permet déjà de prendre connaissance un petit peu visuellement ce qu'on va aborder comme sujet. Ça leur permet, donc on revoit ensemble sur place une fois qu'on fait l'état des lieux. Et je le laisse à bord, bien entendu, si jamais, parce qu'une heure et demie d'explication, on a toujours tendance à oublier des choses à la fin. On ne peut pas tout retenir, c'est voilà, c'est humain. Et donc, par conséquent, je leur demande de se référer automatiquement à ce manuel. Je l'appelle la Bible du locataire. Voilà, ça leur permet d'utiliser, je dirais, les accessoires courants journaliers du véhicule sans rentrer trop dans le détail. Bien entendu, après, je leur laisse les manuels techniques si vraiment on doit rentrer dans le détail. Ils ont toujours nos coordonnées s'ils ont quelque chose. Oui, de toute façon, ils ont nos coordonnées également sur le fascicule pour nous joindre en direct s'il y a besoin d'une explication également en direct. D'accord. Bon, globalement, bon, si tu es là aujourd'hui, c'est que ça se passe bien. Tu es toujours en train de louer. On peut le dire aux personnes peut-être qui sont un peu plus sceptiques ou qui ont peur. Je sais qu'il y en a certains qui s'apprêtent à faire leur première location, mais globalement, tu leur dirais que ça se passe bien en général, y compris avec nous. Oui, oui, tout à fait. Alors déjà, je ne loue que sur Nescapa. Voilà, on t'en remercie d'ailleurs. Effectivement, il y a 80-90% des locations se passent très bien, mais il peut y avoir effectivement, on va dire, allez, en gros, une location sur 7, 8, allez, 10 maxi, où on peut avoir un souci. Alors des fois, c'est des petits soucis, une éraflure sur un petit pare-choc, voilà, comme ça peut être le plus gros souci. Donc, on a déjà rencontré effectivement une capucine détruite et donc un véhicule qui n'a pas été, voilà, qui est hors d'usage. Maintenant, je tiens à souligner et rassurer tout le monde, si je loue encore aujourd'hui, c'est que la plateforme, l'équipe Yescapa ainsi que l'assureur font un très bon boulot et donc par conséquent, on est rarement lésé, voire moi en tout cas jamais, sur des problématiques comme ça. Voilà, quand il y a un sinistre, et ben, on fait ce qu'il faut, on déclare tout ce qu'il faut et ça va très vite, même jusqu'au remplacement du véhicule. Voilà, ça nous est arrivé, donc je peux en parler. Et en tout cas, tout est rentré dans l'ordre en 30 jours. Un véhicule détruit, au bout de 30 jours, j'étais indemnisé totalement sur la valeur du véhicule au prix du marché. Donc, aucun souci. Voilà, moi, je tiens à rassurer tout le monde et je n'ai pas d'action chez Yescapa, je rassure. Mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne équipe, c'est réactif. Et même au niveau des locataires, ils en sont très contents quand il y a un souci. Bon, mais ils voient que derrière, ça suit, il n'y a pas de problème. Merci Christophe pour ton témoignage. Voilà, effectivement, comme dit Christophe, on vous accompagne bien sûr en cas de problème et même en cas de gros problème. Voilà, la capucine détruite de Christophe, c'est moi qui ai reçu l'appel de son locataire qui était paniqué en bord de route. C'est moi qui ai appelé Christophe, voilà, pour lui expliquer la situation et voilà, et j'ai très vite transféré le dossier à la Maïf. Un expert est rapidement passé et Christophe a été dédommagé bien sûr de la valeur de son véhicule. En 30 jours, comme il a pu vous le dire. Voilà. Donc, on vous accompagne vraiment aussi en cas de gros pépins. On est là du début à la fin de la location. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui portent sur des pannes mécaniques aussi. On va en parler des pannes. Voilà, on va en parler dans les slides qui viennent. Mais donc du coup, j'en dis pas plus. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires, mais on va en parler. Il y a des sujets de peur de casse-moteur ou je ne sais quoi. Bon, on va essayer d'aborder ça et de vous rassurer sur ce point-là. Je vois que Julie, notre modératrice, a déjà avancé l'argument qui base en fait notre façon de fonctionner, c'est qu'on va s'appuyer sur les éléments factuels et sur les preuves. Virginie le dira, mais quand il y a une panne, aussi grave soit-elle sur un véhicule, le véhicule en général va aller dans un garage. À partir de ce moment-là, on va avoir il va un toujours diagnostic. dans un garage. Il va de toute façon toujours aller dans un garage, c'est ça. Bon, on va en avoir un bus, mais dans tous les cas, on va s'appuyer sur ce que nous disent les experts mécaniques et qui, tout le temps même, arrivent à nous indiquer l'origine de la panne. Mais j'en dis pas plus puisque c'est ce qui va suivre avec Virginie. Tout à fait. Alors, je sais pas, Christophe, est-ce que tu avais des choses à ajouter ou sur les locations? Pas forcément. Si jamais il y a des questions et puis que voilà, volontiers, j'y réponds.
Je te propose de Super. rester sur scène si tu le veux bien, tant qu'on est sur ce sujet-là. Et voilà, si ça te va. Et puis, tu es libre de participer aux réponses de nos chers utilisateurs. C'est toujours bien quand on a quelqu'un qui utilise le service et qui est comme toi. Je précise qu'on ne se parle pas tous les jours et que Christophe est là vraiment volontairement. Et je te remercie encore d'être présent pour répondre aux questions d'autres propriétaires. Pas de souci. Alors, on va entrer dans le sujet, voilà, dommages, comment réagir en cas de dommage, comment ça se passe, le suivi avec Yescapa. Donc, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Donc, comme je vous le disais, hein, je vous accompagne en cas de dommage, vous ne restez pas seul. Donc, si vous constatez un dommage au retour de votre véhicule, ou si votre locataire vous informe en cours de location d'un dommage, hein, généralement, il vous en informe quand ça arrive. Bien sûr, comme je vous disais, complétez, signez l'état des lieux de retour. Vous conservez bien le dépôt de garantie et vous effectuez la déclaration de dommages depuis le détail de votre réservation. Donc si ceux qui sont déjà propriétaires sur le site, comme Christophe, ils connaissent ce petit bouton «Déclarer un dommage». Donc vous appuyez dessus et ça vous renvoie sur un formulaire à remplir. Ça prend à peu près une dizaine de minutes, de faire ce formulaire. On vous pose quelques questions basiques pour vous identifier, voilà, le numéro de location, l'immatriculation de votre véhicule, ce genre de choses. Et on vous demande de télécharger des documents, donc le contrat de location, les 3 pages, des photos du dommage sur votre véhicule, bien sûr, un devis si vous en avez un. Et côté propriétaire, c'est à peu près tout. Et vous avez bien sûr une zone commentaire si vous avez des informations à nous communiquer sur ce qui s'est passé ou voilà, sur comment ça se passe avec le locataire. Si vous avez quoi que ce soit à dire, vous pouvez nous le dire et nous, on reçoit tout ça. Dès qu'on le reçoit, bien sûr, on vous recontacte, ainsi que votre locataire. Votre locataire aussi, on lui demande de faire une déclaration de dommages. Donc lui, il a quelques informations en plus à donner, une déclaration circonstanciée, par exemple, comme toutes les assurances le demandent. Il peut être amené aussi à nous transmettre un constat amiable, par exemple, s'il a eu un incident avec un tiers. Mais globalement, voilà, c'est aussi de son côté à remplir en une dizaine de minutes le formulaire. Et ensuite, on revient vers vous. Donc, on vous donne la suite et la procédure à suivre. Si vous avez des démarches à faire, alors généralement, la démarche à faire, ça va être de faire un devis. Donc, dès que vous avez un dommage, vous pouvez déjà vous retourner, enfin, aller voir votre concession, votre garage habituel et demander une estimation de la réparation. Et en attendant qu'on revienne vers vous, bien sûr, vous pouvez aussi trouver toutes les réponses à vos questions sur notre FAQ de dommages, qui est une FAQ spécialement dédiée aux procédures justement dommages. Parce que pour nous, on veut que ça soit le plus clair possible, le plus transparent possible, ce fonctionnement. Donc vous avez tout qui est disponible sur notre site. Alors là, je vous ai mis un petit schéma pour vous expliquer globalement comment ça se passe. Alors c'est pas bien sorcier. Comme je vous disais, vous faites votre déclaration, votre locataire aussi. C'est traité par Yescapa, donc par le service assurance. On traite les documents que vous nous avez envoyés. On vous demande les documents complémentaires s'il y a besoin de documents complémentaires. Vous nous transmettez le devis. Et si le devis est supérieur à la franchise, donc on envoie le dossier à l'assurance. Alors Maïf pour le marché France, PEV pour le marché belge, pour Nigel notamment. Et le fonctionnement de l'assurance, Maïf et PEV sont globalement les mêmes. Ça reste identique. Quand c'est ouvert à l'assurance, il y a une expertise, donc l'expert passe. L'expert, il passe en fonction de vos disponibilités. Donc c'est vous qui contactez l'expert, vous avez des coordonnées. Vous lui dites quand est-ce que votre véhicule est disponible pour qu'il passe. Ensuite, vous faites les réparations et vous êtes réglé. Donc la Maïf ou PEV vous règle la part assurance et le locataire vous règle la franchise. Voilà, puisqu'il y a toujours une franchise à charge du locataire, voilà, sauf les cas où il n'est pas responsable d'un incident avec un tiers. Voilà. Et si le devis est inférieur à la franchise, donc c'est encore plus simple, Yescapa valide le devis et le locataire, on lui demande directement de régler la réparation. Et bien sûr, on fait le suivi, je fais le suivi à chaque étape du dossier, de la déclaration de dommages à la demande de paiement.
On ne vous laisse pas vous débrouiller tout seul avec le paiement de l'assurance ou le paiement par le locataire. C'est des demandes de paiement qui sont faites par ISCAPA et qui sont suivies par ISCAPA. Le mode de règlement peut varier selon les cas de figure. Parfois, vous convenez d'un règlement, parfois entre vous. Bon, si on a toutes les sécurités et l'assurance qu'il aura bien lieu, ça nous pose pas forcément de problème. Et puis parfois, c'est ISCAPA qui peut s'en occuper. Voilà, c'est selon les cas de figure. Mais dans tous les cas, c'est important de souligner que Virginie et ses collègues vous accompagnent jusqu'à la fin, jusqu'à la clôture du dossier. Et on fait régulièrement un point sur l'ensemble des dossiers en cours pour être certain qu'il n'y a pas de dossier voilà, oublié ou quoi que ce soit. Il est évident que au mois d'août, au mois de septembre, il y a beaucoup de retours. Donc, on a parlé, je vois dans le chat, de certaines pannes carrosserie. Oui, ça peut arriver, hein, des petits accros carrosserie, des plus gros aussi. C'est pour ça qu'il y a notre assurance qui couvre ce type de dommages quand le locataire les produit. Il peut y avoir un petit traitement, un petit temps de traitement de votre dossier. Hein. Je sais que parfois vous déclarez, vous voulez tout de suite, vous nous appelez derrière pour être sûr que on l'a bien reçu. Alors vous recevez un mail de confirmation quand vous nous faites la déclaration de dommages. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, nos équipes ont bien reçu l'intégralité des documents. Donc il peut y avoir un petit temps de traitement hein, de 1 jour, 2 jours, parfois 3 à 4 jours en été parce qu'on a peut-être beaucoup de demandes à traiter. Benoît vous indiquait hier qu'on était une équipe de 12 personnes sur la France, mais évidemment on n'a pas 12 personnes qui s'occupent de l'assurance, même si elles sont nombreuses quand c'est la haute saison. Donc voilà, faut être un petit peu indulgent avec nous sur le temps de traitement, mais sachez que chaque dossier est traité et qu'on fait notre maximum et on ouvre les dossiers le plus rapidement possible quand on a tous les documents. Votre dossier ira d'autant plus vite que votre déclaration de dommages est complète. Si vous nous envoyez juste une partie, il n'y a pas bien tout, s'il manque un élément, bah, Virginie et ses équipes vont devoir vous relancer. Ça va prendre un petit peu plus de temps et c'est dommage parce que votre dossier, bah, du coup, est géré de façon un peu plus lente. Donc, prenez bien le temps de nous faire la bonne déclaration de ce qui s'est passé. Et plus elle est complète, plus c'est traité rapidement par nos équipes. Voilà, effectivement, comme tu le dis, Olivier. Donc voilà, pour le déroulé global, alors là, on parle vraiment de dossiers qui ne concernent pas les pannes. Les pannes, on va en parler un peu plus tard. Donc là, c'est vraiment pour tout ce qui va être les dommages sur la carrosserie. Comme je disais tout à l'heure, généralement, c'est rayures, petits chocs sur pare-choc arrière en manœuvre. C'est un peu ce qu'on a le plus souvent. Ça peut être aussi des impacts sur le pare-brise. L'été, ça arrive aussi. Voilà, c'est principalement ce genre de choses qu'on a comme dommages. À savoir que, comme le disait Olivier, je vois aussi qu'il y a certaines personnes qui parlent un peu de délai pour avoir des réparations. La grande majorité de ces dommages n'empêchent pas le véhicule de rouler. Les cas capucines détruites, comme celui de Christophe, sont des cas très rares. On en a très peu, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, dans la grande majorité des cas, les dommages n'empêchent pas le véhicule de rouler. Donc, ils ne vous empêchent pas de continuer les locations si vous avez encore des locations de prévues ou de partir vous-même en vacances si vous avez prévu des vacances l'été. Il y a pas de problème pour ça et on attend la fin de la location pour que vous puissiez faire un devis ou faire des réparations. On a quelques questions. Alors, Jean, oui, en effet, un pare-choc fendu, ça le fait pas, c'est vrai. Donc, évidemment, s'il peut être réparé, et si vous avez de très bonnes relations avec votre concessionnaire camping-car qui peut vous faire une réparation de fortune, pourquoi pas au début, pour pouvoir le réparer en fin de saison, bah, c'est l'idéal. Parfois, je sais que c'est pas forcément le cas. Si le véhicule, quoi qu'il en soit, il est endommagé et vous estimez qu'il peut pas prendre la route, bon, ça peut arriver. J'en profite pour parler de ce sujet-là. Les locations que vous faites, vous n'êtes pas, comme Christophe l'a dit, des professionnels de la location. C'est-à-dire que vous louez, vous partagez votre bien, vous le louez, on va dire, à titre accessoire et vous ne faites pas ça à titre professionnel. Par conséquent, aucune assurance ni aucun système ne pourrait vous couvrir contre ce qu'on appelle la perte de jouissance d'un bien. C'est quelque chose d'assez légal. On en parle beaucoup en ce moment, les assurances de perte de revenus. Mais par contre, pour un camping-car, malheureusement, voilà, c'est votre bien propre. Vous faites ça en tant que particulier. C'est un petit bonus. Ça veut dire que malheureusement, si votre véhicule, oui, il est abîmé par un locataire, que vous aviez un départ prévu le lendemain, votre véhicule ne peut pas reprendre la route. Malheureusement, la location va devoir être annulée. On en est tous désolés. Nous, sachez qu'on fait le maximum pour trouver un véhicule de remplacement pour le locataire, pour que ses vacances ne soient pas annulées. Donc, on a une équipe dédiée hein, au bon moment de l'année
pour faire des recherches en catastrophe au sein des véhicules Iescapa, pour accélérer les choses. Sachez que dans ces cas-là, Iescapa va jusqu'à rogner intégralement les frais de service qu'on vous présentait hier, qu'on peut être amené à prendre sur une location. Ça nous arrive de les annuler totalement pour permettre à un voyageur qui subirait une annulation parce que le véhicule a été en panne ou n'est pas capable de reprendre la route suite à la location précédente. Eh bien, on essaie de faire en tout cas le maximum pour que les vacances de votre locataire suivant soient sauvées. Concernant votre rémunération, en effet, voilà, cette rémunération, il faut tirer un trait dessus. On ne vous indemnisera pas en cas de perte de jouissance de votre bien, ni en cas de perte de revenus suite à une panne qui aurait été causée par une location précédente. Je rappelle que c'est de la location entre particuliers, que ce n'est pas censé être une activité professionnelle. Si vous voulez en faire une activité professionnelle, il faut monter une société de location. On travaille aussi avec des sociétés de location. On sera ravis de vous accompagner sur le sujet. Mais là, c'est pas le sujet de ce soir. On est là pour parler des locations entre particuliers. Voilà, et j'ai vu une question passer sur les petits dommages, tout ce qui est casse de vaisselle, bouton de porte cassé, ce genre de choses. Bien sûr, vous pouvez, enfin, on vous conseille toujours de garder le dépôt de garantie dans ces cas-là, mais le plus simple, c'est de voir rapidement avec le locataire le prix que va coûter le remplacement, je sais pas, des assiettes cassées ou du bouton de porte, et il vous règle directement. Ça peut coûter 20 €. Je sais pas, un bouton de porte, c'est généralement 20 €. Donc voilà, ils vous règlent directement 20 € et vous rendez la caution. Pour tout ce qui est ménage, voilà, des tâches, ce genre de petites choses, on a des barèmes dans les clauses du contrat de location qui sont accessibles sur notre site, justement pour vous permettre de fixer le montant que doit votre locataire. Et généralement, ils vous règlent le montant au retour directement, et puis vous lui rendez la caution. Ou au retour ou dans les jours suivants, et vous lui rendez le dépôt de garantie en retour. Donc ça, on vous conseille de voir, c'est généralement des petits montants, des petites sommes. Généralement, il y a pas besoin qu'on intervienne, ça se règle entre vous. Maintenant, s'il y a besoin qu'on intervienne parce que ça c'est compliqué avec votre locataire ou pour X raison, bien sûr, on peut aussi, intervenir. Je propose qu'on avance un petit peu, Virginie, puisque je vois que l'heure tourne. Tout Et à je fait. suppose que certains de nos auditeurs sont très pressés de pouvoir regarder le match de Champions League qui a lieu tout à l'heure. Tout à fait. Alors comme je vous disais, hein, donc le service assurance et médiation, on vous accompagne tout au long de votre dossier. On vous informe, vous, le locataire, des procédures à suivre, des démarches, de tout ce qu'il y a à faire. On transmet le dossier donc à Maïf ou à toute autre assurance avec laquelle on travaille si besoin. On fait le suivi avec la Maïf, avec les différentes parties prenantes au dossier. Donc s'il y a besoin, on peut faire le suivi avec l'expert. S'il y a un souci avec votre garage à un moment quelconque, on peut aussi être l'interlocuteur à qui s'adresser. Et on demande bien sûr le paiement des réparations de la franchise au locataire. Et on suit ce paiement avec le locataire. Donc, sujet, je vois, qui intéresse, comment réagir en cas de panne pendant la location. Donc là, on va vraiment aborder le cas des pannes. Donc, première chose à savoir, c'est qu'on a une assistance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est IMA, Intermutuelle Assistance, aussi bien avec Maïf qu'avec PEV. Donc, on a une attestation d'assurance. Votre locataire a toujours une attestation d'assurance lorsqu'il part avec Iescapa. Première page, il a un rappel des garanties, les numéros de l'assistance. Et deuxième page, il a la procédure à suivre, qu'il doit suivre si jamais il a une panne ou une immobilisation du véhicule. Vous avez là le petit encadré avec la procédure à suivre sur la slide. Donc dans ces cas-là, toujours le locataire appelle l'assistance, bien sûr, pour se faire dépanner. Il vous appelle vous aussi, il vous informe que votre véhicule est en panne, qu'il y a un souci, qu'il est immobilisé. Et votre véhicule va être remorqué dans le garage compétent le plus proche. Et votre locataire va être pris en charge par l'assurance, soit avec des nuits d'hôtel, soit si c'est vraiment une grosse panne ou une grosse immobilisation, avec un rapatriement. Votre véhicule, généralement, il va dans le garage de la marque parce que c'est le plus compétent. Donc, si vous avez un Fiat, souvent, il va dans un garage Fiat, tout simplement, parce que ça va être le spécialiste pour s'occuper de votre véhicule. Et votre véhicule,
va toujours être mis en sécurité par le remorqueur. C'est-à-dire que si vos locataires tombent en panne à 11 h du soir, que les garages sont fermés, l'assistance ne laisse pas votre véhicule en bord de route en attendant que le lendemain matin, les garages réouvrent. Le remorqueur va mettre votre véhicule en sécurité dans son dépôt. Donc voilà, il y a l'assistance, donc elle prend en charge votre véhicule et vos locataires pour mettre tout le monde en sécurité le plus rapidement possible. Christophe, je ne sais pas, peut-être que tu as eu une expérience d'une petite panne mécanique, enfin petite ou importante, je ne sais pas, sur une location, où il aurait intervenu et la réparation aurait eu lieu en cours de route. Je sais que tes Alors, véhicules sont récents, donc. pas une panne mécanique. Alors, le premier véhicule était assez ancien. J'ai pas eu une panne mécanique sur le premier véhicule, mais j'avais eu une panne de batterie cellule. Donc, ils se sont retrouvés effectivement sans électricité à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué un groupe électrogène parce que c'était pour une manifestation, peu importe. Et au retour, j'ai remboursé le tarif de la location du groupe électrogène et après j'ai procédé au remplacement de la batterie parce que bon, elle devait être assez âgée et voilà. Donc, mais sinon, effectivement, sur les autres véhicules, c'est des véhicules plutôt récents, donc j'ai jamais eu de panne quelconque. C'est une bonne précision à apporter, c'est que là, donc évidemment, l'assistance est une assistance automobile, elle va intervenir en cas de défaillance mécanique, donc on va principalement parler des éléments qui sont liés au porteur du véhicule, donc on va parler de votre porteur Fiat, vous êtes en général sur des Fiat Ducato ou des Sprinter ou des Ford Transit ou des Peugeot Expert, donc on parle vraiment de l'aspect mécanique. C'est vrai que s'il y a une défaillance à l'intérieur du véhicule, en fait souvent ça va dégrader l'expérience du locataire, mais pour autant, il va peut-être pouvoir continuer à faire sa location. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on préconise aussi, ça arrive, hein, une panne d'un élément cellule peut arriver. C'est ce que Christophe a fait, c'est que voilà, remplacement de la pièce, et puis parfois il y a un petit geste commercial, on va dire, qui peut être octroyé par le propriétaire, parce que voilà, le véhicule a vieilli, la batterie était usée, malheureusement c'est tombé sur ce locataire. Bon, et il y a un petit geste qui est fait, et sachez que dans ces cas-là, Yescapa a fait un geste dans les mêmes proportions que vous. Au niveau des frais de service aussi, on partage un petit peu ce risque-là avec vous aussi, et c'est tout à fait normal. Voilà, vas-y Virginie. Voilà, et j'allais repréciser, oui, l'assistance intervient vraiment pour une immobilisation du véhicule. C'est vrai que tout ce qui est panne de batterie cellule, de frigo, c'est embêtant, mais l'assistance n'intervient pas, puisque le véhicule, il peut rouler. Donc c'est vraiment tout ce qui va immobiliser le véhicule. Donc une panne moteur, un accident de la route, si jamais il y avait un accident de la route, ou tout ce qui fait que le véhicule n'aurait plus le droit de conduire. Voilà. Et donc qui de facto l'immobilise. Mais l'assistance n'intervient pas pour tous ces petits dysfonctionnements qui sont embêtants, mais qui n'immobilisent pas le véhicule. Je précise là-dessus aussi que certains d'entre vous, notamment quand vous avez des véhicules récents, vous avez, et même parfois sans le savoir, une assistance pour la partie cellule qui vous est fournie par la marque du camping-car, hein. Vous avez un chausson, un Adria, j'en sais rien. Renseignez-vous, ou alors vous avez peut-être un financement adossé à votre véhicule. Et très souvent, même parfois les concessionnaires le savent pas et vous en parlent même pas. Ils arrivent à vous vendre le financement, mais ils vous disent pas qu'il y a une assistance cellule dedans. Et en fait, vous avez un service d'assistance qui est pour l'utilisation du véhicule. Et si jamais il y a une panne sur un élément lié à la cellule, ou vous n'arrivez pas à faire fonctionner un élément dans la cellule, il y a peut-être un fusible qui a sauté, vous avez une ligne assistance. C'est un service dédié qui est partagé par les constructeurs. Bon, c'est leur affaire à eux. Nous, on n'est pas en lien avec ces personnes-là. Mais pour autant, ça peut aider votre utilisation personnelle évidemment du véhicule. Mais si vous savez que vous avez ce service-là adossé au véhicule et qu'il est actif à l'heure de la location, n'hésitez pas à communiquer les coordonnées de cette assistance, parce que le locataire, il peut très bien en bénéficier aussi, puisque c'est adossé au véhicule et pas à votre personne propre. Donc, si votre véhicule bénéficie de ce type d'assistance camping-car, ça peut être très intéressant de communiquer ça aux locataires, parce que ce sont des spécialistes, ils maîtrisent très bien les sujets de construction interne de la cellule, ça peut aider votre locataire en cas d'un souci d'utilisation, ou un fusible qui est défaillant, ça peut arriver, voilà, des petites choses comme ça, et ça peut sauver une expérience locative. Et puis vous, ça vous évite d'avoir à faire l'assistance à distance quand vous avez un service professionnel qui est là pour le faire. Et en cas de dysfonctionnement vraiment gênant, vous pouvez aussi rediriger votre locataire vers une concession ou un garage dans les alentours. C'est tout à fait possible de lui dire, écoutez,
il y a sûrement une concession ou de rechercher sur Internet, il y a une concession à tel endroit. Voilà, un concessionnaire peut aussi regarder rapidement le véhicule et dire bah oui, là, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a une petite manipulation, je la fais. Ou bah non, là, ça prendrait du temps, donc il faut que vous continuez avec ce petit dysfonctionnement ou que vous trouviez une solution voilà, pour. Oui. Oui, je voulais préciser aussi qu'à ce sujet-là, vous voyez que évidemment les équipes de Virginie et toutes les équipes France sont amenées à voir parfois passer des pannes, des petits sujets liés à vraiment la structure type d'un camping-car. Hein, c'est pas une voiture. Hein. Jean nous disait que ce sont des maisons de poupées, ce sont des belles maisons de poupées roulantes qui sont complexes. Sachez qu'en tout cas au sein d'ISCAPA, on travaille énormément cette expertise, ce côté connaissance du véhicule. Les équipes Virginie notamment, accompagnées du reste de son équipe, vont régulièrement dans les concessions faire des formations en atelier pour comprendre comment fonctionne un véhicule, pour comprendre voilà ce qui peut casser facilement. C'est un axe voilà important chez Escapa et on travaille également avec certains réseaux de concessions. Alors en France, il y a très peu de réseaux très intégrés national, donc c'est quelque chose qui prend du temps, mais on est de plus en plus présent au sein des concessions et on travaille de plus en plus étroitement avec certains ateliers, notamment dans la région du Sud-Ouest, puisque certains savent peut-être qu'on est tous originaires du Sud-Ouest, et on a depuis peu, disons, des partenariats un peu privilégiés et qui font qu'on vous oriente vers des ateliers qu'on connaît, avec qui on a une relation directe avec les personnes qui gèrent l'atelier et ça peut accélérer la gestion des dossiers et notamment sur, voilà, on est peut-être plus sur des cas de dommages, mais ça peut aussi jouer en cas de panne. Voilà, c'est simplement pour vous montrer que on se met vraiment à votre place et c'est très important pour nous de comprendre presque aussi bien de vous comment un véhicule fonctionne et ce qui peut faire défaut. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de réactions dans le chat au niveau de la carrosserie. Jean Gomez nous disait qu'il fallait être bricoleur. Je suis bien d'accord avec lui. C'est mieux quand on est un petit peu bricoleur pour pouvoir réparer comme on peut son véhicule et puis comprendre les réparations qu'on a besoin d'y faire. Oui, la carrosserie, ça prend du temps. Les carrossiers mettent du temps à obtenir certaines pièces, mettent parfois du temps parce que c'est de la pose de résine, c'est des matériaux complexes. Parfois même, vous allez vouloir le changement complet d'un panneau latéral, alors qu'en fait, une simple réparation, en fonction du matériel et du type de composite qui compose votre cellule, serait bien plus efficiente, tout simplement pour protéger l'humidité de votre véhicule, par exemple. Voilà. Tout ça, ce sont des sujets qu'on travaille et sur lesquels nos Et équipes sur lequel on gagnent en se forme compétences aussi. très régulièrement. Tout à fait, voilà. Comme disait Olivier, voilà, moi je vais aussi me former en concession avec des réparateurs. Ça fait quelques années que je le fais. Tous les ans, je vais dans une de nos concessions partenaires faire une formation technique pour être au courant des dernières évolutions, des réparations, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous de se professionnaliser et de pouvoir vraiment vous accompagner au mieux et vous apporter notre expertise aussi sur tout ce qui est dommages, réparation. Et je vois qu'en tout cas, dans l'assemblée, il y a Jean qui a l'air d'être un expert en Oui, carrosserie. Donc, si jamais vous avez une question, je pense qu'il faut se diriger vers Jean. c'est ça. Je propose qu'on Ah, et je continue. précise juste rapidement, effectivement, comme Jean le dit, il peut y avoir des délais très longs, notamment pour des questions de stock. Ça n'impacte pas, bien sûr, votre remboursement par l'assurance ou votre paiement. Vous ne serez jamais pénalisé par l'assurance parce qu'il n'y avait pas de stock et que ça a pris du temps de commander une pièce. Voilà, et par Escapa non plus. On ne va pas clôturer votre dossier parce qu'il y a 5 mois pour attendre une pièce. On peut juste traiter une question qui est revenue à plusieurs fois. Samuel l'a posée. Si le garage dans lequel est rapatrié le véhicule suite à une panne est très éloigné de nous, comment le récupère-t-on? Je peux te laisser préciser les Alors, Julie a différentes prises en apporté une charge. réponse dans le Ah chat oui, et en fait, la réponse de Julie est la bonne. C'est que l'assistance va vous prendre en charge le trajet pour aller chercher votre véhicule. Si votre véhicule est très loin, ça peut être des billets de train, voilà. Maintenant, effectivement, il va falloir rentrer avec votre véhicule. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, notamment pour tout ce qui est location à l'étranger. Il faut prendre en compte ce paramètre-là. Et c'est pour ça qu'on vous invite aussi, quand vous avez des demandes de location, à bien échanger avec votre locataire sur l'endroit où ils veulent se rendre avec votre véhicule. Voilà. Parce qu'effectivement, il va falloir ramener votre véhicule si la réparation n'a pas pu se faire
en 5 jours, globalement, le locataire peut attendre jusqu'à 5 jours sur place. Après, je précise quand même que ça reste des cas de panne assez rares. Dans la majorité des cas, le locataire repart avec le véhicule. C'est quand même assez rare des grosses pannes qui mobilisent longtemps le véhicule à l'autre bout de la France ou je ne sais où. Je vous ai mis un petit schéma sur le suivi d'une panne. Ça va répondre aussi à quelques questions que j'ai vues passer dans le chat tout à l'heure. Donc voilà, panne, véhicule immobilisé. Donc l'assistance est appelée. Vous êtes appelé en tant que propriétaire, le locataire vous informe. Yescapa est informé. Voilà, on demande au locataire de nous tenir informé par appel ou par mail. Dans ce cas-là, on demande un diagnostic et un devis au garage qui est en charge de votre véhicule. Donc, comme je disais, qui est généralement le garage de la marque de votre véhicule. Et si le diagnostic conclut à une mauvaise utilisation de votre locataire, donc c'est votre locataire qui règle la réparation, c'est logique, il a mal utilisé votre véhicule, il a causé une panne, il règle. Et bien évidemment, si votre locataire est responsable de la panne, vous n'avez pas à lui faire de dédommagement, ça paraît normal. En revanche, voilà, s'il y a un petit souci d'entretien sur votre véhicule, qu'en fait, c'est une panne d'usure ou de vétusté, évidemment, on ne demande pas à votre locataire de régler la réparation, elle reste à votre charge. Et pour vous rassurer, Jean Gomez, on a des cas de panne, l'été, ça arrive. Les garages de la marque sont tout à fait capables d'émettre un diagnostic clair et précis. Et ils savent le dire quand c'est une mauvaise conduite du locataire. Il n'y a pas vraiment de débat. Moi, dans les cas de panne que je peux être amenée à traiter, alors généralement l'été, on a plus de panne l'été forcément, il n'y a pas de grand suspense. Le garage est rapidement capable de dire c'est le locataire qui a conduit n'importe comment en quelque sorte, ou qui a fait chauffer le moteur, ou qui ne s'est pas arrêté à temps alors qu'il y avait un voyant allumé. Chauffer l'embrayage. Voilà, typiquement, chauffe d'embrayage. Ou au contraire, là, en fait, la pièce, elle a 30 ans et elle n'a jamais été changée, elle a cassé. Voilà. Ça, les garages, ils savent le dire. Hein. C'est comme je le dis, c'est des garages qui sont compétents et qui sont généralement les garages Fiat. Les garages Fiat, ils savent prendre en charge un moteur Fiat. Ils savent tout de suite voir ce qui s'est passé dans ce moteur. Encore plus que sur les véhicules récents, vous savez qu'avec l'électronique, on a un historique Voilà. de ce qui Il y a se aussi passe à l'intérieur du l'électronique moteur qui est encore maintenant. plus poussé. Donc, voilà. Ça sort un diagnostic électronique, c'est tout écrit et c'est l'électronique qui dit lui-même ce qui s'est passé. Donc généralement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là en fait. Je propose qu'on continue puisque je vois qu'il y en a qui sont impatients d'aborder la question des Voilà. impôts et il y en a qui sont impatients d'aller voir le match. Alors, nous y sommes. La question des revenus de ces locations. Donc, hier, on avait un peu abordé le sujet. La réponse est à la question que vous vous posez peut-être tous. Oui, il faut malheureusement déclarer ses revenus. Enfin, malheureusement ou fort heureusement, d'ailleurs, je ne suis pas là pour juger de ça et je ne juge surtout pas. Mais les revenus de vos locations viennent s'intégrer dans votre revenu annuel de votre foyer fiscal. Par conséquent, il est nécessaire de les déclarer. Je précise d'entrée de jeu, parce qu'on a souvent la question, oui, Yescapa, tout comme les autres plateformes qui font exactement la même chose que Yescapa, il y en a d'autres en Europe, mais aussi dans des secteurs comme l'hébergement, je veux dire des appartements, hein, Airbnb, etc. Toutes ces plateformes-là, désormais, depuis quelques années maintenant, sont obligées chaque année de transmettre un fichier à la Direction générale des finances publiques qui liste en fait l'intégralité des rémunérations qu'on a versées et en indiquant votre domiciliation et votre nom et prénom. Voilà. On n'a pas vraiment pas de problème de le dire. Avant, c'était un petit peu opaque. La loi n'était pas forcément très claire et les mesures, on les découvrait un peu sur le tard. Maintenant, ça s'est uniformisé et voilà, vos revenus en tout cas issus des locations sont remontés auprès de l'administration fiscale. Donc, il faut partir du principe que l'administration fiscale a connaissance du montant de rémunération qu'on vous verse à l'année.
Je ne saurais pas vous dire encore si ce revenu est pré-rempli dans la déclaration d'impôt. Je pense que vous êtes nombreux à avoir votre espace de déclaration d'impôt ouvert depuis peu. Voilà, Christophe me dit que non. Ça veut dire que c'est pas encore automatiquement rempli. Bon, ça veut dire que, en tout cas, faut partir du principe que l'administration fiscale en a connaissance, donc il vaut mieux pas tricher sur ses revenus locatifs. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc les revenus sont imposables, quelle que soit la plateforme de location utilisée. Encore une fois, je le répète. Le montant annuel de vos locations va déterminer si vous devez ou non payer des cotisations sociales. Donc, il y a vraiment deux sujets. Il y a deux questions à se poser. Un, est-ce que vous devez payer des impôts et est-ce que vous devez déclarer vos revenus? Là, la réponse est oui. Est-ce qu'il faut que vous aussi vous enregistriez en tant qu'activité à titre pécunier et donc avoir besoin de payer des cotisations sociales? La réponse est oui ou non. Et c'est le montant annuel de votre revenu locatif au titre de la location de votre véhicule qui va le déterminer. Important, concernant ISCAPA, pour chaque location, sur la facture des frais de service qui est disponible dans le détail de chaque réservation, hein, vous allez dans le détail de votre réservation, vous avez un bouton bleu là en bas, en dessous du récapitulatif de votre rémunération, il y a un bouton, vous cliquez, vous pouvez voir votre facture. Et sur votre facture, il y a le détail des frais de service, donc de la commission propriétaire qui est à votre charge, qui a été automatiquement décompté de la rémunération et du virement bancaire qu'on vous a fait. On indique aussi le montant total de la rémunération. Ça va être, voilà, vous avez l'information ici et ça peut avoir un intérêt, vous allez voir par la suite. Donc, l'information est disponible pour chacune de vos locations et elle est à ces endroits-ci. Il y a aussi un résumé total des paiements reçus depuis votre compte. Je vois que Julie le précise. Et donc, ça fait deux sources d'information. Alors, concernant le régime fiscal, vous avez donc les revenus de la location sont ce qu'on appelle des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux, précisément non professionnels, puisqu'encore une fois, vous faites cette activité à titre accessoire et ça n'est pas théoriquement ce qui vous fait vivre toute l'année. Vous avez un premier régime fiscal qui est souvent le plus avantageux d'un point de vue imposition globale, qui est le régime qu'on appelle le micro-BIC. Donc, c'est le micro-bénéfices industriels et commerciaux. Pour pouvoir bénéficier de ce régime-là, c'est vous qui en faites le choix quand vous déclarez, quand vous faites vos déclarations d'impôt. Pour pouvoir en bénéficier, il faut que le montant total de vos locations, donc ISCAPA et potentiellement d'autres plateformes que vous utiliseriez pour louer votre véhicule, il faut que ce montant total soit inférieur à 72 500 €. Normalement, ça laisse relativement de marge. À moins que vous ayez 3 à 4 véhicules en tant que propriétaire privé, que vous les fassiez tourner toute l'année. Bon, voilà. Pour aller atteindre 72 000 €, à titre privé, on va dire, il faut quand même y aller. Certains propriétaires ne sont pas exclus de le faire, j'en connais. Mais en général, ce régime, du coup, il est quand même accessible à, on va dire, la majorité des propriétaires. L'avantage de ce régime, c'est que l'administration fiscale prend le montant total de vos revenus locatifs et déjà vous épargne, laisse 50% de ce montant-là de côté. C'est-à-dire qu'on va les laisser pour vous. On ne va pas y toucher. On ne va pas les intégrer dans le calcul de votre impôt final. C'est ce qu'on appelle l'abattement forfaitaire de 50%. C'est un petit peu barbare comme langage, mais ça veut dire que vous allez être imposé seulement sur la moitié du montant de vos locations. Et en général, c'est cette caractéristique-là qui fait que c'est ce régime-là le plus important. Un point important, c'est que le montant des commissions ISCAPA, donc la commission qu'on prend sur votre part propriétaire, nos fameux 4%, elle n'est en revanche pas déductible de votre impôt. Ce qui veut dire que quand vous déclarez votre montant total de rémunération, en choisissant le régime du micro-BIC, il faut que vous preniez le montant total qu'on a viré sur sur votre compte bancaire et qu'on réintègre pour chaque location ces 4% de commission qu'on vous a intégré. C'est une petite subtilité de ce régime. Alors, ça fait réintégrer 4%, mais il faut refaire le petit calcul. Je dis ça, c'est si vous voulez être entièrement en règle vis-à-vis de l'administration fiscale. C'est ce que dit la loi. On a fait travailler des fiscalistes sur le sujet. On a un article qui est disponible depuis notre foire aux questions avec la société Tacotax qui accompagne les particuliers dans la déclaration de leurs revenus. Donc voilà, on a travaillé avec des spécialistes là-dessus pour sortir ces informations-là. C'est une petite subtilité, mais qui a son importance. D'où l'intérêt de passer par les factures que vous avez pour chacune de vos locations où on mentionne le montant total des frais de commission propriétaire qu'on vous a prélevé et on vous réindique en dessous le montant de rémunération qui a été versé pour ce montant de location.
Ensuite, c'est votre taux d'imposition IRPP, hein, l'impôt sur le revenu. IRPP, c'est impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est l'impôt qu'on paye sur notre salaire, sur nos retraites et sur les bénéfices industriels et commerciaux qu'on peut générer à titre particulier. On va prendre ce taux-là qui est fixé par l'administration fiscale et qui prend en compte l'intégralité de vos revenus. Donc, je ne peux pas vous dire quel sera votre taux d'imposition. Les barèmes sont communiqués en fonction des tranches de revenus, mais en fonction de votre situation, de votre foyer, ce taux va être modulé en fonction de facteurs qui sont très complexes. Et bon, chez Yescapa, on n'est pas encore des fiscalistes, donc on ne va pas pouvoir vous dire exactement quel doit être votre taux, mais il y a plein de personnes que vous pouvez solliciter dans le milieu de l'accompagnement fiscal qui peuvent vous répondre là-dessus. Et quoi qu'il en soit, votre taux d'imposition va s'appliquer sur ces 50% restants du montant total que vous avez perçu en ayant ajouté la commission de 4%. Un dernier point, c'est que ça, c'est une règle qui n'avait pas lieu il y a 5-6 ans, qui a été mis en place suite à une loi de finances, je ne sais plus exactement laquelle. C'est que depuis quelques années, l'État considère que les bénéfices industriels et commerciaux que vous générez, même à titre particulier, étant donné que c'est du revenu, c'est une activité, l'État a décidé de considérer que c'est un petit peu pas vraiment comme, enfin c'est un revenu, et donc à ce titre, vous devez payer une petite partie de cotisations sociales, on pourrait appeler ça comme ça, on les appelle les prélèvements sociaux, sur ce revenu-là. C'est pour contribuer à l'effort du régime social français, hein, qui finance la sécurité sociale et tout un tas de choses qui sont formidables en France. Donc, on va appliquer votre taux d'imposition IRPP sur 50% du montant des locations, et on va également appliquer le taux de 17,2% qui correspond aux prélèvements sociaux, et ça va s'appliquer également sur les 50% restants de votre rémunération. Voilà, c'est un petit peu barbare, c'est un sujet qu'on a essayé de simplifier un peu. Là, au moins, c'est synthétique. Il y a un petit exemple à côté. On prend l'exemple d'un revenu locatif. Vous avez fait 3 500 € de revenus locatifs à l'année. Ça, c'est ce que Yescapa vous a versé sur votre compte en banque. Les commissions propriétaires que Yescapa vous a prises sont de 140 €. Admettons que vous ayez un taux d'imposition pour votre foyer fiscal qui est à 11,6%. On va recalculer vos revenus bruts, ceux que vous devez déclarer dans votre déclaration d'impôt. Donc, on va réintégrer les 140 € aux 3 500 €. On va calculer justement l'abattement forfaitaire, les 50% qui ne sont pas touchés par les différents taux d'imposition, 1 820 €. Et du coup, on va appliquer votre taux IRPP sur les 1 820 € restants, et on va aussi appliquer le taux des prélèvements sociaux sur, il y a une petite faute dans ma présentation, sur les 1 820 € également. Donc le montant de mon exemple n'est pas bon, vous voyez, le sujet est touchy, mais donc grosso modo, mes 313 € ne sont pas bons puisque c'est 17,2% que multiplie 1 820 € qui permet de calculer le montant des prélèvements sociaux. Ce qui fait un total retenu, alors qui n'est pas exact du coup, mais qui devrait être plutôt, on rajoute 120 €, 17%, ça va plutôt avoisiner les 540 €. Ça, c'est le total qui va être retenu par l'État français au titre de votre imposition sur le revenu sur les bénéfices tirés de l'allocation de votre camping-car, et au titre aussi des prélèvements sociaux que vous devez régler quand vous louez votre camping-car. Voilà. Le deuxième régime qui est à votre disposition, je sais que certains d'entre vous l'utilisent, c'est ce qu'on appelle le régime réel. Celui-ci, bon, il fonctionne pas de la même manière, il n'a pas ce fameux abattement de 50%. C'est-à-dire que vous allez déclarer la totalité de votre revenu, mais par contre, vous avez la possibilité de déduire un certain nombre de frais liés à l'utilisation, l'entretien, la possession de votre camping-car. Il vous laisse beaucoup plus de marge de manœuvre puisque vous êtes libre de déclarer les frais que vous souhaitez. Sachez de toute façon que si jamais vous avez un contrôle fiscal, l'administration peut vous demander le justificatif de l'intégralité de ces frais. Donc, je vous invite très fortement à respecter à la lettre la façon dont vous pouvez imputer des frais pour diminuer vos revenus locatifs pour leur imposition. Et évidemment, le taux d'imposition va s'appliquer sur la différence entre le total de vos revenus et le total des frais que vous allez déclarer qui sont en lien avec votre camping-car. Donc, grosso modo, entre les deux régimes, ce qui peut être bien, c'est de faire le petit calcul, de se renseigner sur les règles d'application de chaque et de voir lequel vous génère le moins d'imposition.
Dans ce régime-ci, vous avez la possibilité de déduire l'intégralité des frais qui sont liés à l'activité de location. Par contre, c'est important de préciser que vous pouvez le déduire, mais seulement au prorata des périodes de location. Et c'est souvent là que des propriétaires se trompent, se disent « Super, je fais passer toutes les factures d'entretien, les factures du contrôle technique, ma cotisation d'assurance pour mon usage personnel, tout ça, je vais le déduire en frais réels. » Là où il faut faire attention, c'est que théoriquement, ça, en tout cas, c'est notre analyse des textes de loi et c'est ce qui nous a été communiqué par notre partenaire expert Tacotax, c'est que vous avez le droit de déduire ces frais réels, mais uniquement au prorata du nombre de jours de location effectuée. C'est-à-dire que si vous avez fait 5 semaines de location dans l'année, donc 35 jours, et bien vous avez le droit de déduire 35 rapporté par 365, le pourcentage que ça représente de jours de l'année, et bien c'est ce pourcentage-là que vous pouvez déduire des montants totaux de vos frais. L'exemple va être un petit peu plus parlant. Si on reprend mon exemple précédent, 3 500 € de revenus locatifs en 2020, votre taux d'imposition est toujours à 11,6, vous avez eu des frais sur le véhicule. Vous avez le droit de déduire les intérêts que vous payez pour le financement du camping-car. Les commissions ISCAPA, là pour le coup, on a le droit de les déduire, puisque c'est un frais qui est lié à la mise en location de votre véhicule. Le contrôle technique, vous allez pouvoir le déduire aussi. Si on calcule un petit peu votre imposition, on va, vous voyez, pour calculer le montant total des intérêts que vous avez le droit de déduire de vos revenus, eh bien, on va leur appliquer un ratio de 35 jours sur 365 jours pour calculer le montant de frais réels que vous pouvez déduire. Donc, les intérêts, le contrôle technique, la commission, par contre, c'est en intégralité puisque ces commissions, elles sont propres à la mise en location, donc il n'y a pas le prorata qui s'applique. Et on va calculer votre revenu imposable, là, je l'ai mis entre guillemets, le bénéfice net de votre activité, et on va lui appliquer le taux d'IRPP de 11,6% dans notre exemple, et on va aussi lui appliquer les prélèvements sociaux qui étaient valables dans le régime micro-BIC. Donc, si on calcule pour ce cas de figure, on est sur un total que vous allez laisser à l'administration fiscale de 950,28 €, alors que le cas précédent, on était à, alors mon calcul est faux, encore une fois, on peut en rigoler, il était à 540, ça fera 540 € à peu près. Donc, vous êtes 2 fois moins imposé quand vous choisissez le micro-BIC plutôt que le régime réel. Voilà. Encore une fois, bon, on n'est pas fiscaliste. Hein, moi, je vous communique les informations qu'on a, l'analyse qu'on a faite, nous, de la fiscalité sur les revenus issus des locations. C'est une information qu'on vous donne. Vous êtes libre de choisir le régime que vous souhaitez, de faire votre déclaration comme vous l'entendez, et puis de voir quel régime d'imposition est le mieux. Parfois, vous avez des situations fiscales qui peuvent être complexes. Il y a beaucoup de patrimoine, vous avez d'autres revenus locatifs. Parfois, vous êtes accompagné par un expert comptable ou un gestionnaire de patrimoine ou un fiscaliste sur ça. Bon, bah, en général, vous avez toute l'expertise qu'il faut à disposition et ils vous indiqueront quel est le mieux. En tout cas, ça, ce sont voilà ce qu'on est capable de faire quand on gère tout seul sa fiscalité et qu'on loue un petit peu son camping-car sur ISCAPA. C'est en tout cas un niveau d'information que nous, on vous donne et qui, encore une fois, le régime micro-BIC est en général le plus avantageux quand vous ne dépassez pas 72 500 € de location à l'année. Alors, si vous devez, pour déclarer ces revenus, hein, je vous ai fait, alors c'est un petit peu petit, j'en suis navré, mais maintenant vous savez que vous faites votre déclaration en ligne. Elle est en partie pré-remplie, mais donc elle ne l'est pas pour les revenus issus de la location. Quand vous êtes dans la partie revenus, hein, qui est une des étapes du milieu de votre déclaration d'impôt, il faut que vous cochiez la case revenus industriels et commerciaux non professionnels. Ça, c'est simplement pour dire au système informatique de l'administration fiscale que vous vous apprêtez à déclarer des revenus industriels et commerciaux, mais à titre non professionnel. Ça n'est pas votre activité professionnelle principale. Vous n'êtes pas enregistré dans un tribunal de commerce en tant que loueur de camping-car. Vous faites ça à titre accessoire. Donc, vous cochez cette petite case et puis, quelques étapes après, vous allez voir s'afficher justement ce qui est l'équivalent du formulaire 2042 quand c'était en version papier. Celui-là, il vient s'ouvrir directement sur votre ordinateur quand vous faites votre déclaration d'impôt. Et il faut que vous remplissiez, si vous choisissez le régime micro-BIC, vous choisissez la case 5NP, qui est celle-ci. Alors, vous voyez pas ma souris, pardon, mais c'est la 4e case sur la petite capture d'écran qui est à droite. Vous voyez qu'on est dans la catégorie régime micro-BIC et du coup, vous la renseignez ici.
Et puis, si vous choisissez le régime réel, eh bien, c'est l'encart plus bas. Il faudra renseigner ça dans la case 5NC. Et vous voyez qu'il va falloir cliquer sur le petit icône qui est à droite de la case, parce que là, la case est grisée, parce que ça va vous ouvrir le formulaire dans lequel vous allez pouvoir justement renseigner les différents frais que vous allez vouloir déduire de vos revenus locatifs pour calculer votre bénéfice net auquel on appliquera le régime réel. Donc, je pense pour la plupart des gens qui sont avec nous ce soir, si vous optez pour le régime micro-BIC, vous cochez à cette étape-ci que vous avez des revenus industriels et commerciaux non professionnels à déclarer, et au moment où l'étape apparaît, vous remplissez la case 5NP pour intégrer le montant total des revenus en y ayant rajouté la commission ISCAPA. Voilà pour le volet fiscal. Enfin, donc, on a vu que dans le volet fiscal, je parlais déjà de prélèvements sociaux, mais on va dire que c'est des prélèvements sociaux un petit peu particuliers qui sont faits, qui sont gérés via votre déclaration d'impôt. Donc, on met ça, nous, dans le volet fiscal. J'avais dit au tout début, et après j'en ai presque fini, que selon le montant total que vous gagnez à l'année, il faut peut-être que vous déclariez votre activité et que vous payiez des cotisations sociales, qui sont donc différentes des cotisations fiscales. Pour ça, il y a un montant total annuel qui est fixe, qui est en 2020 de 8 227 €. C'est un montant qui est révisé chaque année et qui est communiqué chaque année par l'administration fiscale. On vous le communique également dans nos articles de FAQ qui sont mis à jour très régulièrement, et en tout cas chaque année avec ce montant-là. Et là, il y a un seuil pour le volet social qui donc est de 8 227 €. Si vous ne gagnez pas, si vous ne générez pas un revenu locatif supérieur à 8 027 €, vous n'avez absolument rien à faire d'un point de vue des cotisations sociales. Vous n'avez aucune démarche à effectuer. Vous devez évidemment déclarer ce revenu dans votre déclaration fiscale, comme je l'ai dit précédemment. Mais d'un point de vue des cotisations sociales, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas à déclarer une micro-entreprise ou une auto-entreprise ou une société quelconque. Vous n'avez rien à faire. En revanche, si les revenus annuels dépassent 8 227 €, là, vous êtes obligé d'enregistrer votre activité en tant que professionnel. Ça ne veut pas dire que vous allez être considéré pour nous comme un loueur professionnel, mais ça veut dire que vis-à-vis de l'administration française, vous générez suffisamment d'activités pour qu'on considère que c'est une petite activité professionnelle à côté peut-être de votre revenu principal qui est votre salaire de votre emploi ou votre retraite si vous êtes retraité. Et dans ce cas-là, il faut faire une petite démarche sur guichetentreprise.fr. Et là, en général, le plus avantageux, c'est de choisir le régime pour vos cotisations sociales qui s'appelle le régime de la micro-entreprise, qui est le fameux régime qu'on a très longtemps appelé le fameux régime de l'auto-entrepreneur. Et vous payez dans ces cas-là un taux de cotisation sociale sur les revenus locatifs de 22%. Voilà. Un dernier point important, si vous êtes dans ce cas de figure, que vous gagnez plus de 8 227 € et que vous déclarez votre micro-entreprise en tant que telle, vous allez pouvoir bénéficier de quelque chose qui est très avantageux, qui s'appelle le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. C'est un dernier mot barbare pour la soirée. Ça, c'est un système qui est quand même le bienvenu et qui dit que si vous devez déclarer cette activité comme étant quelque chose de professionnel parce que vous gagnez trop d'argent, donc supérieur à 8 227 €, vous dites que vous choisissez le régime de la micro-entreprise pour déclarer et payer vos cotisations sociales. Vous avez la possibilité de choisir et de dire à l'administration fiscale, j'opte pour le prélèvement libératoire, ce qui veut dire que j'accepte, en payant mes cotisations sociales, c'est mensuel ou trimestriel en fonction de vos choix, vous acceptez que en plus des 22%, l'État vous prélève 2,2% de votre revenu locatif. Et le fait que vous payez votre impôt, c'est pour ça que c'est le prélèvement libératoire, à ce moment-là, dans ce cas-là, vous ne serez pas imposé via votre déclaration d'impôt sur le revenu que j'ai présentée précédemment, vous ne serez pas imposé sur les revenus locatifs. Donc, vous payez des cotisations sociales ici, mais vous allez payer moins d'impôts sur l'impôt sur le revenu via la déclaration d'impôt. Donc, voilà. J'ai essayé de vous présenter le plus simplement possible la complexité de la fiscalité française. C'est pas mal de sujets. Si vous avez des vrais sujets, bon, encore une fois, on n'est pas expert de la fiscalité au sein d'ISCAPA, mais on est en mesure de répondre sur ces questions-là. Mais sinon, si vous avez une situation fiscale un peu complexe, je vous invite surtout à
consulter, ça coûte pas forcément très cher, un expert comptable. Il y a aussi le centre des impôts qui peut être à disposition pour répondre à vos questions. Et voilà. Et puis sinon, encore une fois, nous on travaille, on est en relation avec l'entreprise qui s'appelle Tacotax. Vous les avez peut-être vus à la télévision ou si vous baladez sur Facebook, ils sont assez bons en ce moment pour se rendre visibles. Et eux, ils peuvent vous accompagner dans la déclaration de vos revenus. Et ils ont un système de tarification assez intéressant puisqu'ils se rémunèrent uniquement s'ils vous font gagner de l'argent au niveau de votre déclaration d'impôt. Donc n'hésitez pas à les solliciter parce que ça travaille très bien. C'est un service en ligne, ils sont très fluides et ils seront évidemment bien plus experts que nous puisque nous, notre métier, c'est quand même de vous faire des locations, de faire un site qui vous permet d'avoir tous les outils pour louer votre véhicule. On n'en est pas encore à la case de vous accompagner pour la déclaration et pour l'optimisation de votre fiscalité. On n'aura jamais cette prétention-là. Voilà, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de questions sur le chat, j'ai pas tout suivi, mais je vois qu'on me salue pour ma transparence, donc j'espère avoir été le plus transparent possible. La fiscalité française a pas toutes ces transparences, mais il faut aller creuser un peu son nez dedans. Je ne sais pas si Christophe, peut-être tu veux ajouter un sujet ou une remarque sur ce sujet fiscal, puisque je suppose que tu y es confronté. Alors oui, effectivement, on y est confronté. Alors moi, j'ai choisi effectivement. Alors, je fais toujours en sorte que mes revenus ne dépassent pas le seuil du BIC, des 8 000 et quelques, de façon à. Voilà, je mets tout en BNC, il y a l'abattement de 50% automatique et j'ai rien, je suis exonéré de cotisation sociale. Voilà, je fais en sorte d'arrêter les locations avant de dépasser ce seuil, sinon après, oui, on rentre dans une machine qui est un peu différente, mais après, c'est chacun doit midi à sa porte. Voilà. Voilà, et sur ces sujets hautement importants, ça clôture la présentation de ce soir. Il est 20h30, donc je crois, si je ne me trompe pas, le match n'a pas encore commencé, donc on va pouvoir libérer ceux qui le souhaitent d'aller supporter le PSG ou Manchester. On peut se rendre encore un petit peu disponible pour traiter certaines questions qui tombent dans le chat. Voilà, alors je vois Stéphanie, les 8 227 €, c'est avant déduction. Donc les 8 827 €, en fait, il faut bien prendre en compte que d'un côté, il y a le volet fiscal qui a son propre fonctionnement, l'impôt sur le revenu, on va dire, et de l'autre, il y a les cotisations sociales. Il faut imaginer ça comme deux systèmes différents. Donc quand on parle des 8 227 €, c'est le montant total de votre rémunération sur une année. Si vous les dépassez, vous devez payer les cotisations sociales et vous inscrire comme un auto-entrepreneur. Si vous ne le dépassez pas, vous n'avez rien à faire d'un point de vue des cotisations sociales. Et par contre, vous pouvez tout à fait déclarer, admettons que vous gagnez seulement 8 000 €, ben vous allez pouvoir opter pour le régime du BIC, du micro-BIC, dans votre déclaration d'impôt et avoir ce fameux abattement de 50%, ce qui veut dire que vous serez imposé avec votre taux d'imposition plus le petit prélèvement social côté impôt sur à peu près 4 000 € uniquement. Voilà. Les frais d'escapade ne rentrent pas dans ces 8 227 € de cette fois? Non. Non, Nicolas, il ne rentre pas dans ce cas-là. Alors, je vois qu'il y a une question. Et pour la Belgique, Nigel, c'est vrai que ce soir, on est très centré sur la France. Sur la Belgique, hier, on vous a orienté vers notre article qui indiquait voilà, qu'il fallait déclarer ses revenus en Belgique. Pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, je n'ai personnellement pas encore creusé le détail des règles fiscales belges, mais ça sera fait, je l'espère, très prochainement pour qu'on puisse vous donner un petit peu plus de matière à ce niveau-là. Mais voilà, la Belgique aussi a ses complexités administratives, donc ça nous prend un petit peu de temps. Alors, y a-t-il un accès au PowerPoint pour recalculer le micro-BIC? Marion, si vous voulez avoir le contenu, en effet, pour la partie impôt, alors c'est dit dans nos articles de Foire aux questions. On a un article aussi sur Tacotax qui explique comment déclarer ses revenus issus d'ISCAPA, qui redit exactement la même chose que je viens de vous expliquer. Mais si vous souhaitez avoir la partie de ce PowerPoint qui parle des impôts, vous nous envoyez un petit email à contact@iscapa.fr et on se fera un plaisir de vous envoyer le contenu de la présentation. Quoi qu'il en soit, je précise aussi que le replay de ce live sera disponible en vous connectant sur cette même URL. Vous cliquez sur le lien et vous pourrez relancer la vidéo. Il sera accessible à minima à tous ceux qui étaient inscrits ce soir. Donc voilà.
Et je vois que Julie vient de reposter dans le chat, en effet, les articles sur notre forum aux questions qui traite de la question impôt en France et en Belgique. Donc Nigel, encore une fois, je vous invite à y jeter un œil et à surveiller ce qui se passe sur cet article, puisque en fonction des évolutions qu'on sera amené à constater, on complétera évidemment l'information. Alors, je vois une petite question de Nicolas. Donc, en cas de destruction du véhicule, comment l'assurance évalue le véhicule? Et je vois qu'apparemment, vous l'avez aménagé vous-même avec des meubles professionnels, des équipements bien évidemment coûteux. Alors, je suppose que ce n'est pas un véhicule neuf, du coup, vu que vous l'avez aménagé vous-même. Dans ces cas-là, en fait, l'assurance et l'expert vont vous demander tous vos papiers, toutes vos factures d'aménagement, des meubles que vous avez posés, que vous avez fait poser, de ces équipements qui sont coûteux, comme vous dites. Tout ça, vous donnez à l'expert, à la Maïf, et ils vont se baser sur tous ces éléments pour définir la valeur de votre véhicule et vous indemniser. Oui, Julie parlait, je pense que quand vous dites Julie, ce régime est très intéressant, c'est une vraie niche, il faut en profiter. Je suppose que vous parlez du micro BIC, en effet, tant que ça existe, il faut en profiter. Et merci Rosita pour ce gentil commentaire. On fait en tout cas notre Merci, oui. maximum pour essayer d'être au niveau de vos questionnements sur ces sujets, aussi bien la partie expertise et connaissances mécaniques ou techniques d'une cellule camping-car que la partie fiscalité. Vous avez vu, on essaie de vous donner en tout cas les éléments de réponse parce que c'est important de vous apporter ce niveau de service en tout cas. Et je vois que, alors c'est intéressant, je vois qu'entre Julie et Jacques, il y a une discussion sur la déduction de la taxe foncière pour le parking du camping-car. Là, comme ça, je pense qu'en effet, c'est une très très bonne petite manip. Vous êtes tout à fait en droit de le déduire. Alors, je pense que c'est si vous êtes au régime réel, évidemment. Vous pouvez tout à fait peut-être réintégrer le coût de votre taxe d'habitation au prorata de la surface mètre carré de votre parking. Ça peut tout à fait être réintégré pour le déduire aux frais réels de votre usage. Je vois que certains d'entre vous aussi ont parlé de comptable. Si vous avez évidemment avec vous les services d'un comptable, parlez-lui, je pense que c'est déjà fait de toute façon, de votre déclaration, si vous êtes à des revenus élevés qui peuvent justement poser des questions sur quel régime est plus intéressant qu'un autre. De toute façon, quand vous gérez votre fiscalité, en général, vous regardez évidemment l'ensemble de votre patrimoine et de vos revenus. Et ce qui compte, c'est le montant total d'imposition que vous payez. Et en général, on essaye d'optimiser ce montant total. Donc, dans certains cas de figure, le micro BIC sera indiqué. Et puis, dans d'autres, peut-être que le réel sera plus indiqué pour diverses raisons. CFE ou pas au réel, alors je pense que la CFE s'appliquera si vous devez déclarer votre activité en tant que professionnel. Si vous n'avez pas d'activité à déclarer et que vous ne dépassez pas les 8 227 € de cotisation, la CFE, vous ne devriez normalement pas avoir à la payer puisque c'est une taxe qui est réservée aux entreprises ou aux activités professionnelles et que c'est une taxe locale. Et oui, Julie Maigret, tant que vous êtes en déficit au réel, c'est un pur bonheur, puisque si vous êtes en déficit sur cette activité-là, vous n'avez aucune imposition qui s'y prête. Ah, pour la LMNP, en effet, oui. Je vois que vous êtes très expert aussi et que si on commence à rentrer dans ce détail-là, je vais commencer à plus être capable de vous suivre, donc je vais arrêter de risquer de vous dire des bêtises. Je pense que si vous le souhaitez, on pourrait... ceux qui souhaitent... alors, c'est dommage parce que vous ne pouvez pas garder le contact, mais vous avez vos noms et prénoms là qui s'affichent. Je suppose que nombreux d'entre vous sont sur Facebook. Il y en a qui ont des discussions qui semblent bien avancées. Gardez le contact. Vous pouvez vous retrouver sur Yescapa, cela dit, en cherchant les annonces et en vous envoyant des demandes pour rentrer en contact. C'est vrai qu'on n'a pas de chat dédié entre propriétaires encore, on fait ce type d'action. Mais n'hésitez pas à garder contact entre vous parce que je sais que ce sont des sujets, parfois ça peut être intéressant d'en discuter entre vous, comment vous fiscalité, etc. Donc là, je vois qu'il y en a qui ont mis leur nom complet. J'invite ceux qui le souhaitent à s'ajouter et à prendre contact. On disait hier que Yescapa, c'est une communauté. Notre fondateur Benoît vous l'avait présenté. C'est aussi du partage. On espère que ce soir, c'est ce qui s'est passé. Vous avez le sentiment, en tout cas, d'avoir partagé avec nous. Nous, en tout cas, je peux vous le dire qu'on a beaucoup partagé avec vous et on est ravis que ça se passe comme ça. Mais entre vous, le but est que justement, vous puissiez échanger entre vous
et entre propriétaires, vous avez souvent de nombreux tips à vous donner. Et pour ça, s'abonner à la chaîne YouTube de Christophe, je pense que ça peut permettre aussi pas mal d'échanges sur les commentaires des vidéos. Et, Oui, beaucoup de camping-caristes sur la chaîne de Christophe, effectivement. Les commentaires, il y en a toujours et il y a toujours des échanges dans ces commentaires, donc c'est aussi une très bonne idée d'aller regarder de ce côté-là. Surtout que Christophe parle pas que de location, il parle aussi road trip, il parle aussi cuisine en camping-car avec Audrey qui fait des recettes, voilà. Dieu Donc sait que c'est important. voilà, c'est important et c'est aussi un très bon moyen d'échange pour cette grande communauté Oui, dont on fait partie. effectivement, voilà, je réponds à travers les commentaires des vidéos à beaucoup de propriétaires ou autres. Hein, voilà, j'essaye de renseigner à la hauteur de mes connaissances, bien entendu. Hein, je reste un humble particulier aussi, mais avec une passion qui me permet quand même de rechercher un maximum d'informations. Donc je partage, comme vous dites, on partage, et donc c'est le but de cette chaîne, c'est simplement de partager ce qu'on sait en tout cas, ou ce qu'on pense savoir. Et s'il y a des questions, bien entendu, j'essaierai aussi d'y répondre s'il y a besoin. Bien écoutez, je vois qu'il n'y a pas plus de questions sur le chat. Il est déjà 20h30. On a échangé une bonne heure et demie, ce qui est super. Je rappelle encore une fois que le replay de ce live sera disponible. Et puis, s'il n'y a pas plus de questions, je vous propose qu'on se quitte, le cœur un petit peu serré, parce que je trouve qu'on a bien échangé sur ces 2 soirs. Je vous invite surtout à vous reconnecter demain soir pour échanger avec d'autres membres de l'équipe sur un aspect, on va dire, un petit peu moins administratif, un petit peu moins fiscal et un petit peu moins assurantiel, puisqu'on va parler de voyage, évidemment, via Voyage Nomade, via notre type de solution. Donc, je vous invite, si vous souhaitez encore partager des moments de convivialité comme ce soir, à vous connecter demain. Et puis sinon, je souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie énormément de vous être connectés ce soir. Je crois qu'on était une petite cinquantaine au pic d'affluence. C'est vraiment très chouette. Nous, je pense que je parle pour toute l'équipe Yescapa, ça nous fait chaud au cœur. On est ravis de pouvoir échanger avec vous. D'habitude, on organise ce qu'on appelle les Yescapa Days et on vous invite, à ceux qui le souhaitent, à nous retrouver en physique. Vous venez avec votre camping-car. En général, on trouve un chouette site et puis c'est un petit week-end d'échange et de fête. Évidemment, cette année, on n'a pas pu le faire. C'est pour ça qu'on se retrouve ce soir en live. Mais merci à vous de votre participation et on est ravis que vous ayez pu mettre un visage sur certains membres de l'équipe. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous nous contactez, que vous nous appelez, que vous nous envoyez un mail, voilà, c'est nous qui sommes derrière. C'est Virginie et ses équipes, c'est moi, c'est d'autres personnes. À la France, c'est Alice, Joanne, Mélissa, Coralie. Il y a plein de monde qui est là. Il y a les équipes étrangères aussi d'Yescapa. Il y a beaucoup de monde chez Yescapa qui travaille dur pour vous permettre voilà, de louer votre camping-car le plus sereinement possible et puis de permettre aux voyageurs de partager un peu cette van life et ce voyage en camping-car qui nous est cher un petit peu à tous. Voilà. Donc merci encore à tous et puis excellente soirée. Et je vous laisse Virginie et Christophe dire un mot de conclusion. Voilà, merci à tous et merci pour ces échanges. Je vois qu'il y a Philou qui parle de bienveillance. C'est aussi quelque chose que je remarque, c'est que vous êtes tous positifs, vous êtes tous bienveillants. Même quand il y a des sujets compliqués ou des questions qui fâchent, vous restez positifs, vous restez bienveillants et ça, c'est vraiment chouette de travailler avec une communauté comme vous. Ça fait vraiment plaisir de voir votre façon d'échanger avec nous. Et voilà, merci pour votre présence pendant ces 2 jours. C'était un vrai plaisir de partager nos connaissances et de vous découvrir aussi un peu plus dans le chat, en discutant avec vous. Même si c'est pas une rencontre physique, c'est quand même une belle rencontre de vous avoir vu sur ces 2 jours. Et merci encore Christophe de ta participation. Je t'invite à rester un petit peu connecté le temps qu'on clôture ça pour te remercier un petit peu plus directement aussi. Voilà. Donc merci à tous, bonne soirée et à très bientôt sur les routes ou évidemment en échangeant avec nous sur Yescapa. Et bon match pour les nombreux qui sont ravis, je pense qu'on est fini avant 20h45. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et à très bientôt et merci encore de votre participation. À très bientôt. Bonsoir, au revoir. Au revoir.